Vous avez évoqué aujourd'hui, dans le cadre du dialogue atlantique, la question du Sud, la nécessité de réformer les institutions multilatérales pour justement prendre en compte les intérêts des pays du Sud et de l'Afrique en particulier. Est-ce que vous pouvez développer un petit peu ce que vous avez parlé aujourd'hui? Il y a une tendance à parler du Sud global. Le terme global, ça veut dire qu'il y a beaucoup de choses. Et c'est ce que j'ai essayé de développer tout à l'heure. Le Sud, elle est plurielle. Il y a plus qu'un Sud. Il y a le Sud des États développés, des États émergents, il y a le Sud de BRICS, il y a le Sud des États les moins avancés, il y a le Sud des États insulaires qui sont menacés dans leur survie dans les années à venir. Il y a le Sud des États qui fomentent les troubles, ce que j'ai appelé rogue states, qui financent le terrorisme, qui financent le séparatisme. Il y a le Sud des États démocratiques, il y a le Sud des États autocratiques. Donc il y a plusieurs Suds, mais le Sud est capable, s'il est uni, d'aller loin, d'impacter les relations internationales et de renforcer le multilatéralisme. Le Sud, sa force est dans son unité, dans sa diversité. Le Sud doit être cette force porteuse d'espoir, porteuse d'initiatives, comme celle de Sa Majesté le Roi Lancelot, l'initiative atlantique, porteuse de solidarité, comme ce que fait le Maroc dans le cadre de la coopération Sud-Sud. Le Sud qui est également solidaire, que ce soit durant les pandémies, l'initiative de Sa Majesté pour envoyer médicaments, des masques matériels, sanitaires, mais c'est également le Sud qui investit, un pays qui peut être formateur de l'avenir dans le domaine de l'éducation. Et comme vous le savez, le Royaume accueille des milliers, il a déjà accueilli des milliers, formé des milliers d'étudiants qui sont maintenant aux commandes de leurs pays respectifs. Et c'est, je ne dirais pas juste un créneau, mais c'est un espace qui pourra aider les pays africains à relever le défi du développement, le défi de l'adaptation climatique, le défi de l'adaptation, de la réduction du gap digital et surtout de s'investir dans les applications, l'utilisation pour le développement de l'intelligence artificielle. Voilà, c'est autant de Sud qui est, comme j'ai dit, hétérogène, mais qui est capable, en cas d'unité, d'aller pratiquement d'égal à égal avec le Nord. Mais il y a un effort à consentir pour cela. Justement, cet effort, je pense qu'il se manifeste dans l'importance ou la nécessité de réformer les institutions multilatérales, notamment les Nations Unies, le FMI, la Banque mondiale, pour justement donner cette place qui échoit actuellement aux pays du Sud. Tout à fait, vous avez tout à fait raison. Le Sud essaie d'avoir son mot dans la réforme des institutions internationales. Nous prenons par exemple la réforme du Conseil de sécurité. Mais malheureusement, le Sud, il se perd dans des débats et surtout dans une compétition entre les potentiels candidats, surtout par exemple l'Amérique latine, l'Asie. Je ne parle pas de l'Afrique, parce que la position de l'Afrique elle est connue, mais il n'a pas encore été décliné. Qui sont les éligibles? Ce n'est pas comme par exemple l'Amérique latine ou bien l'Asie. Il y a des candidats proclamés, mais ils sont combattus. Donc l'Afrique est capable de se mettre d'accord et je pense que plus le débat, la discussion sur la réforme avance, plus le continent africain se doit d'aborder les détails de sa position sur la réforme, d'aller au-delà de consensus des Unis qui date de plusieurs ans, je crois une décennie et demie, ou bien de la déclaration de Sirte, il faut les actualiser. Or, je pense que personne maintenant au continent africain ne veut aborder parce que ça va susciter un débat énorme, mais les pays éligibles sont connus. Et je pense, ça c'est une conviction personnelle,
le Maroc est éligible, le Royaume est éligible à devenir membre du Conseil de sécurité parce que, tout simplement, le critère fondamental pour briguer ou souhaiter devenir membre, c'est contribuer à la paix et la sécurité dans le monde. Comment? Notamment avec les participants aux forces de maintien de la paix. Je tiens à rappeler que depuis les années 60, le Maroc a été parmi les pays les plus constants pratiquement de la planète à envoyer ses soldats partout dans les conflits du Nord, l'ex-Yougoslavie, l'Afrique, Cambodge en Asie, Haïti en Amérique latine. Le Maroc est toujours disponible et les forces armées royales ont joué un rôle vraiment fondamental dans plusieurs régions, notamment en Afrique, grâce à leur connaissance de la culture africaine, de la langue. L'autre critère par contribuer aux forces de maintien de la paix et la sécurité internationale, l'autre critère, c'est la démocratie. Le Maroc est un État démocratique, c'est un État de droit, c'est un État qui est attaché aux valeurs universelles, qui respecte la charte des Nations Unies, les principes des Nations Unies. C'est un Maroc qui investit, comme je viens de le dire, dans la coopération bilatérale et trilatérale. Nous sommes le pays qui a été dans le rôle dans le domaine de la coopération et de l'assistance humanitaire a été reconnu par les Nations Unies en l'invitant à devenir membre du CERF, c'est le Conseil exécutif d'assistance humanitaire de l'OCHA. Donc le Maroc a des atouts qui lui permettent légitimement d'être éligible le moment venu, Inch'Allah, à un poste permanent au sein du Conseil de sécurité. Cette capacité de représenter le continent africain et de défendre les causes et les intérêts de l'Afrique, je pense que le Maroc est le plus légitime et le plus approprié pour le faire.